Les retentissements concernant l'encéphalopathie ischémique peuvent être multi-organelles. Sur le plan respiratoire, on peut avoir des apnées, apnée centrale ou dépression respiratoire. Sur le plan hémodynamique, on peut avoir un collapsus avec choc cardiogénique. Sur le plan hépatique, une cytolyse ou trouble de la coagulation. Sur le plan rénal, une insuffisance rénale oligo-anurique. Et sur le plan digestif, une entérocolite ulcéro-nécrosante. Deuxième cause, des AVC ischémiques. Et ce trouble, l'AVC se produit plus dans le territoire artériel que veineux. Ce sont des crises, on aura des crises cloniques monofocales qui sont strictement unilatérales. Le début peut varier entre H12 et J3. À l'EEG, on aura des décharges brèves ou focales et le territoire contralatéral est strictement normal. Les facteurs favorisants, c'est une hypercoagulabilité physiologique du nouveau-né, soit un délai de fermeture des shunts, une thrombophilie chez la mère ou chez le nouveau-né. L'IRM dans ce cas est indiqué et va nous montrer des AVC de petite taille. Les malformations cérébrales comme troisième cause des crises occasionnelles, ce sont des hétérotopies, des dysplasies polymicrogéries, les encéphalies et autres. Et les infections du système nerveux central comme quatrième cause, on peut avoir des encéphalites et des méningites virales ou bactériennes ou encore des embryofœtopathies infectieuses qui sont responsables des convulsions. Cinquième cause, les traumatismes obstétricaux. On peut avoir des contusions cérébrales, hématomes sous-durales, des hémorragies intraparenchymateuses, intraventriculaires, sous-durales ou sous-arachnoïdiennes. Et les troubles métaboliques transitoires, on peut avoir l'hypoglycémie, l'hypocalcémie, l'hyponatrémie ou l'hypomagnésiémie. Deuxième grand groupe, ce sont les syndromes épileptiques néonataux. Donc, reconnaître ces syndromes va permettre de bien formuler un pronostic précoce quant à l'épilepsie et au développement psychomoteur. Donc, il va nous permettre d'orienter les recherches étiologiques et de débuter un traitement antiépileptique adapté. Il y a deux grands groupes également ici, les syndromes épileptiques bénins, à savoir les convulsions néonatales familiales bénignes et les convulsions bénignes idiopathiques du 5e jour. Pour les convulsions néonatales familiales bénignes, elles débutent entre J2 et J3, surtout chez les nouveau-nés qui ont un âge gestationnel de plus de 40 semaines d'aménorrhée. L'examen clinique est normal, à part les crises stéréotypées, toniques ou cloniques qu'on peut avoir. Ce sont des anomalies des gènes sous-unités du canal chlore. Et pour ce qui est des convulsions bénignes idiopathiques du 5e jour, comme le nom l'indique, surviennent pratiquement à partir du 5e jour. Ce sont des crises cloniques ou apnéiques et on peut avoir un état de mal entre les crises. Mais dans tous les deux cas, l'évolution est favorable et ce sont des syndromes qui répondent très bien au traitement de fond et qui peut être suivi. Et en même temps, le traitement de fond est poursuivi pendant quelques semaines ou quelques mois. Le deuxième grand groupe, ce sont les syndromes épileptiques sévères qui sont de mauvais pronostics et qui sont rebelles au traitement, avec comme chef de file l'encéphalopathie épileptique précoce ou le syndrome d'Ohtahara. Ce sont des crises toniques focales, des spasmes qui peuvent être courts et précoces. On retrouve plus dans ce cas des malformations cérébrales qui sont à la base, oui, des malformations cérébrales. Le deuxième grand groupe, ce sont des encéphalopathies myocloniques précoces. Dans ce cas, ce sont des crises myocloniques et les causes sont plus génétiques ou métaboliques. Dans tous les deux cas, à l'EEG, nous avons une suppression buste ou encore des bouffées ou encore un aplatissement. Troisième grand groupe, ce sont des maladies métaboliques à début néonatal. On note ici une notion d'intervalle libre. Les convulsions ne viennent pas au premier plan. Donc, on peut avoir d'autres signes tels que des détresses respiratoires neurologiques. Après viendront les convulsions. On peut les retrouver dans les cas d'hyperglycémie sans cétose
des déficits du cycle de l'urée, acidurie organique, ou encore des convulsions pyridoxine dépendantes qui sont, elles, précoces, des convulsions qui répondent à l'acide folénique. Autre cause, donc on peut avoir un syndrome de sevrage. Il est donc important de poser la question à la maman si elle prenait des produits lorsque elle était grosse du nouveau-né. Donc, si elle prenait des narcotiques à type de morphine ou héroïne, certains sédatifs ou antidépresseurs. Dans ce cas, le traitement, c'est la chlorpromazine à raison de 4 mg kilo en 24 heures, dans des cas graves, ou encore on peut diminuer les doses du médicament responsable. Autre cause, ça peut être un ictère nucléaire ou encore il y a certaines étiologies qui sont inconnues. À présent, parlons du traitement. Au premier point, le but ici, nous devrons maintenir les fonctions vitales, arrêter les crises, traiter les étiologies, en même temps chercher à traiter les complications si elles existent et tout faire pour éviter les séquelles. Les moyens, donc on passe par la réanimation, donc en maintenant les fonctions vitales. Donc sur le plan respiratoire, on peut aller jusqu'à intuber, ventiler le nouveau-né. Sur le plan hémodynamique, on va remplir le malade ou encore l'administration d'un traitement inotrope en cas d'hypotension ou de dysfonction myocardique. Et également, on devra chercher à garder une homéostasie métabolique avec l'adaptation des apports hydrosodés, la correction des perturbations métaboliques responsables ou des facteurs aggravants.